présenter, moi je suis enseignant-chercheur à l'école vétérinaire de Nantes. Je suis plutôt affine avec les gros animaux, hein, les ruminants, mais je vais essayer dans ma présentation de ne pas parler que de vaches et aussi de vous parler d'animaux de compagnie, même parfois un peu d'animaux sauvages, vous allez voir. Alors en fait, pour faire la présentation, Annick effectivement a dit que ces derniers temps on avait été un peu impliqués. Je vois Denis Avignon ici, effectivement, j'en parlerai juste après un petit peu aussi, mais le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a poussé à la création d'un comité d'éthique qui s'empare cette année de plusieurs questions, dont une qui était sur l'éthique aux objets connectés, une intervention à laquelle on avait participé avec les collègues du think tank VetInTech. Et en fait, là, l'objectif d'Annick était un peu plus large, c'était surtout sur le recueil et la collecte des données. Alors je me suis dit, pour qu'on parte tous à peu près déjà du même niveau de connaissance, c'était de se dire qu'il y a de la récolte ou de l'analyse de données, mais de la donnée de quoi? Beaucoup d'outils connectés, pas que, mais principalement. On va voir qu'il peut y en avoir d'autres. Et la question primaire, déjà, c'est de se poser, à mon avis, c'est déjà une question éthique en soi, de savoir pourquoi est-ce qu'on équipe les animaux. Si on essaie de synthétiser ça en 4 grandes indications, on pourrait dire qu'il y a des outils qui servent à surveiller ou distraire les animaux. Donc je vous donnerai quelques exemples après, mais c'est par exemple des systèmes de caméras qui permettent à distance de voir ce que font les animaux. Il y a des indications de type localisation des animaux, bien sûr, avec les colliers GPS, les trackers. Des outils qui, eux, d'ailleurs, pour certains, sont très anciens dans les élevages, hein, comme les distributeurs automatiques de concentrés, donc qui visent à évaluer ou piloter l'alimentation. C'est les gamelles connectées, par exemple, très récemment sur les carnivores domestiques. Et puis, de mesurer des paramètres biologiques ou comportementaux. Donc là, on rentre vraiment dans la e-santé à 100%. Et en tout cas, ce qu'on peut d'ores et déjà dire ici, c'est qu'il y a certains outils, on va dire, qu'on peut mettre sur les animaux, avec lesquels on va les équiper, qui ne sont pas toujours on va dire, ni favorables, ni même faits pour leur bien-être à eux, peut-être plus de leurs propriétaires, parfois des éleveurs, en tout cas qui n'ont pas toujours une indication vraiment ou une vocation à améliorer leur bien-être et leur santé. Et en ça, déjà, je dirais que c'est un questionnement éthique qu'il faut déjà se poser, mais en tout cas, que leur indication soit vraiment pertinente ou pas, ça génère de la donnée. Alors, les types de données, donc si on veut synthétiser un peu les objets connectés qui existent chez les animaux de compagnie ici, donc ça c'est des captures qui sont ici du livre blanc VetInTech sur les objets connectés. Donc ici vous avez ce que je vous expliquais tout à l'heure, des puces d'identification mais qui peuvent aussi vous montrer la température, des trackers d'activité type GPS, des caméras de surveillance, des litières connectées qui peuvent à la fois mesurer le poids de l'animal, savoir la quantité d'urine par exemple ou de matière fécale qui vont être faites par jour, des gamelles connectées, donc vous voyez que le panel est très large et on pourrait rajouter ça à ça, toutes les données qui sont contenues dans les cabinets vétérinaires, issues des logiciels métiers, des données d'achat, de vente, donc c'est vraiment parfois centré sur l'animal, mais même au-delà de ça. Si on essaye de comparer sur les animaux d'élevage, donc là, je vous disais, c'est l'espèce avec laquelle je suis sûrement le plus à l'aise, mais si on allait du côté des productions monogastriques, porc, volaille, on aurait également vraiment pléthore d'outils. C'est des outils qui peuvent être embarqués à l'échelle de l'animal. Hein, il n'y a pas grande partie du bovin qu'on ne peut pas équiper, avec voilà, des pédomètres, des boucles qui mesurent l'ingestion, la rumination. On peut mesurer le poids des animaux, des paramètres comportementaux, leur activité, leur température, qu'elle soit externe, qu'elle soit interne. Donc vraiment tout un tas de dispositifs qui existent, auxquels peuvent se rajouter tout un tas d'autres données qui là sont plus spécifiques des animaux d'élevage, que vont être des données de contrôle de performance. Donc chez les vaches laitières, ça peut être leur production laitière, la qualité du lait, ça peut être les données ou les performances de reproduction, les mouvements d'animaux aussi. On en parlait ce matin avec le pitch de Sanivette. On est dans les élevages, les animaux s'échangent, ils s'achètent. Voilà, ça aussi, on a des bases de données nationales là-dessus, les logiciels métiers. Donc il y a là encore une masse de données complètement impressionnante. Donc globalement, voilà, il y a de la donnée, ça, il n'y a aucun problème. Alors après, je me suis dit, bah, maintenant qu'on a dressé ce constat un peu rapide de ce qu'il existe, bah, quelles sont les questions éthiques? Et je me suis dit qu'une façon d'appréhender la chose, c'était de voir un peu quels étaient les grands principes. Alors je sais qu'il y en a beaucoup, c'est comme la médecine, on parle des 4P, des 5P, des 6P, enfin l'important c'est d'en parler finalement. Et en éthique, en tout cas, je me suis basé sur des recommandations élaborées par la CNIL d'une part, et puis aussi par la Commission européenne, en me disant, mais finalement, ce qui a été édicté, ou en tout cas proposé comme des considérations éthiques ou des prérequis pour les données personnelles, et notamment en lien avec l'intelligence artificielle, je me suis dit, bah, si on part de ce constat-là, de ces postulats, comment est-ce qu'on pourrait les transformer ou les transférer à la problématique des données en santé animale? Donc là, j'ai repris les deux premiers principes qui sont, on va dire, pour les données personnelles, donc là vraiment humaines. Un premier principe de loyauté, un deuxième de vigilance. Derrière la loyauté, c'est le fait donc que ce principe-là soit bien appliqué à tous les algorithmes, qu'il intègre des aspects d'intérêt personnel.
bien évidemment de l'utilisateur, par exemple, de l'outil, qu'il l'assure lui-même, mais aussi collectif, donc de voir au-delà de l'intérêt du propre individu, et qu'il soit loyal envers tous les utilisateurs. Donc on voit bien que derrière ce principe de loyauté, il y a une notion d'utilisateur qui est très importante, et ça je me propose de le discuter un peu avec vous après, et puis je serais intéressé d'avoir votre avis là-dessus. Et puis un deuxième principe qui est celui de la vigilance et de la réflexivité, pardon. Donc d'essayer d'organiser une forme de questionnement et que ce questionnement il soit méthodique, rigoureux, régulier, de façon à avoir un processus un peu d'amélioration continue et puis de veille, j'allais dire, sur tous ces outils, d'autant plus qu'ils sont extrêmement mouvants. Alors, une fois qu'on a dit ça de façon générale sur l'homme, je me dis, si on essaye de transférer en données animales, ça c'est quelque chose aujourd'hui encore sur lequel moi j'ai beaucoup de mal à trancher. Je me dis, mais finalement, si on dit que l'intérêt qui doit primer, c'est celui de l'utilisateur, tout en gardant en ligne l'intérêt collectif, déjà, quel est l'utilisateur d'un outil connecté? Quand on équipe un animal de compagnie, d'un tracker GPS, quand on équipe un bâtiment sur la quantité de boissons que les animaux vont boire, quand on équipe un bovin pour savoir s'il est en chaleur, par exemple, pour le soumettre à la reproduction, qui est l'utilisateur? Est-ce que c'est l'éleveur? Est-ce que c'est le propriétaire de l'animal? Est-ce que c'est le soignant? Est-ce que c'est les équipes, les techniciens, les intervenants en élevage qui doivent du coup procéder à une action suite à l'alerte qui serait générée par exemple par une modification d'activité, de comportement? Ou est-ce que c'est le citoyen? Le citoyen, finalement, il est en demande d'une plus grande transparence, par exemple pour les produits qu'il va manger. On pourrait très bien se dire, tout un tas d'outils, Madame parlait tout à l'heure de l'intérêt des IoT pour l'évaluation du bien-être, c'est sûr que c'est une chance, ou en tout cas une opportunité, c'est sûr, pour mieux comprendre les animaux, mieux évaluer leur bien-être et finalement assurer une transparence, en tout cas peut-être réconcilier élevage et société, en tout cas donner plus de confiance aux gens. On pourrait se dire aussi que l'utilisateur, tout bêtement, c'est celui qui achète l'outil, mais en même temps, on sait que parfois celui qui achète l'outil signe des CGU en bas qui font que ces données partent à celui qui fabrique l'outil et qui du coup les utilise dans une autre... En tout cas, là, est-ce que c'est dans un intérêt collectif? En tout cas, c'est plutôt sur la base de données collectives, mais est-ce que c'est pour un intérêt d'entreprise ou un intérêt, on va dire, plus sociétal? Ou est-ce que finalement, si on reprend l'exemple des produits alimentaires d'origine animale, est-ce que finalement, c'est plutôt celui qui achète le produit final qui est l'utilisateur final de l'agrégation et de la collecte de toutes ces données? Donc pour moi, en termes d'outils embarqués sur les animaux, la notion même de l'utilisateur est pas si simple que ça à définir. Ensuite, si jamais on voulait avoir une démarche un peu réflexive, une méthodologie rigoureuse pour interroger, voilà, remettre en question, évaluer, je ne sais pas exactement le terme qu'il faudra utiliser, tous ces outils ou toutes ces collectes de données, bah, la question c'est qui est légitime et compétent pour le faire. Je veux dire, on a un marché sur les IoT, on en parlait l'an dernier, qui est quand même peu cadré. On est dans une réglementation, on va dire, qui est quasi absente à quelques exceptions près. Les gens qui souvent sont peut-être les mieux armés pour en parler techniquement, on pourrait parfois les incriminer de possibles conflits d'intérêts si c'est ceux qui élaborent qui doivent aussi évaluer, mais il faut quand même savoir de quoi on parle. Mais en même temps qu'il n'y a pas de la technique, il n'y a pas que de la technique, il y a aussi de l'ergonomie des outils, leur utilisation finale. Donc, faut-il créer un comité ad hoc là-dessus? Je ne sais pas, mais en tout cas, la question de qui est légitime et compétent et pertinent renvoie, à mon avis, aussi à la notion d'utilisateur. Et puis, les problématiques qui sont aussi très dépendantes selon les animaux. Par exemple, si on parle des animaux sauvages, on est plutôt sur de la préservation d'espèces. Voilà. Si on est sur les animaux d'élevage, ça va être à la fois assurer leur bien-être, leur production. Ça peut être un enjeu, j'allais dire, de toute façon, voilà, éthique. On élève les animaux, il faut leur assurer des bonnes conditions de vie. Ça peut être aussi des enjeux de meilleure transparence vis-à-vis du consommateur. Sur les animaux de compagnie, quel est l'enjeu? C'est leur assurer la meilleure vie lorsque leur propriétaire n'est pas là, en sachant que de plus en plus, ils sont de moins en moins là et se font remplacer. Donc, je veux dire, c'est pas si simple que ça. Et à mon avis, une autre difficulté lorsqu'on parle d'éthique, d'intelligence artificielle, une question d'ailleurs qui nous avait beaucoup agité quand on en avait discuté, c'est de savoir si c'est des enjeux éthiques liés aux objets, aux IoT eux-mêmes, ou plutôt savoir si les IoT sont une opportunité de répondre à des enjeux éthiques plus globalement. On parlait par exemple de l'élevage. C'est vrai qu'aujourd'hui l'élevage il est très remis en cause, souvent par une méconnaissance. On pourra dire que ces outils finalement c'est une opportunité d'être plus transparent. Donc en fait c'est un moyen probablement pour répondre à une considération ou à un enjeu éthique, mais en soi l'objet n'est pas vraiment lié à un enjeu éthique en soi, c'est vraiment plutôt l'objet qui peut permettre de répondre plus globalement à un enjeu éthique. Donc il me semble que la frontière n'est pas toujours si simple que ça. En tout cas, je pense que du point de vue de cette transposition, c'est vraiment la notion d'utilisateur qui est extrêmement importante.
Du coup, juste pour donner des idées, j'en parlais un tout petit peu en introduction, d'initiatives aujourd'hui qui existent sur la création de comités d'éthique. Alors ça peut être au sein même des entreprises. ApplyFarm, une plateforme d'échange de données qui faisait partie d'ailleurs des finalistes du Trophée e-santé l'an dernier, voilà, va vers la création d'un comité d'éthique indépendant. Le CNOV qui a créé son comité d'éthique animal, environnement et société, qui a la charge chaque année, à l'initiative du CNOV, mais dont le CNOV ne fait pas partie, donc c'est vraiment un comité d'éthique indépendant. Denis pourra peut-être en toucher quelques mots tout à l'heure, d'adresser plusieurs questions. Cette année, il y en avait au moins deux, dont une liée aux objets connectés. Et puis la prise de conscience de l'importance de ces données. Je ne sais pas si vous aviez suivi, mais il y a maintenant 1 an et demi, la FNSEA a produit une charte sur, on va dire, des concepts que eux, il semblerait, qui leur semblent vraiment très importants sur l'utilisation et la valorisation des données, notamment pas les payer plusieurs fois. Et puis en propriétaire d'animaux de compagnie, de se rendre compte aussi que finalement, en équipant leurs animaux, en fait, ça produit également énormément de données sur leur comportement à eux, sur leur localisation, et quelque part, on peut se rapprocher un peu de ce que serait la donnée personnelle. Donc il me semble que de ce point de vue-là, ne serait-ce que déjà y penser, la prévoir, l'anticiper, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant, où finalement, ce n'était pas vraiment des considérations qui nous agitaient. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens s'en emparent, et c'est déjà beaucoup. Et puis après, pour rentrer un peu plus dans le détail d'une transposition, je me suis basé sur des, bon, je ne sais pas si on peut vraiment parler de recommandations, mais en tout cas des caractéristiques qui semblaient très importantes donc, au comité à haut niveau, au niveau de la Commission européenne, qui a élaboré un ensemble de 7 critères qui leur semblent très importants dans les considérations éthiques liées aux données personnelles et notamment en lien avec l'intelligence artificielle. Donc je vous propose, sur chacun de ces items, de voir finalement comment est-ce que ça se transpose potentiellement en santé animale. Alors le premier, c'est le facteur humain et le contrôle humain. Alors je me dis, finalement, mis dans les mains, ou en tout cas dans le contexte de la santé animale, le questionnement éthique, à mon avis, ou l'enjeu, il est vraiment de veiller au maintien de l'autonomie, ou en tout cas de la compétence. Si on se met par exemple du point de vue de l'éleveur, si vous avez des outils qui vous permettent de tout piloter à distance, de détecter des événements qui avant nécessitaient du temps et de l'observation des animaux, on pourrait se dire en fait, il va y avoir une délégation totale à l'outil, une perte de compétences. Là, c'est ce que je vous ai mis ici, c'est des résultats déjà qu'on avait présentés l'an dernier. Une cinquantaine d'éleveurs qui avaient équipé leurs vaches avec des dispositifs de détection automatique de chaleur. Si on veut bien faire, c'est assez chronophage, c'est 3 périodes d'observation de 20 minutes tous les jours. Voilà, pour aboutir à des performances correctes. On se rend compte que les éleveurs qui finalement s'équipent sont pour la plupart dans un système soit ceinture et bretelle à continuer à faire les deux, observer et faire confiance à l'outil, et plutôt intermédiaire en fonction du moment. Mais en tout cas, on n'est pas encore sur une majorité de personnes qui délèguent. Et quand on questionne les éleveurs, notamment parce qu'ils ont cette crainte de perte de compétences. Donc je pense que les utilisateurs, là pour le coup, en sont vraiment convaincus. Mais dans d'autres systèmes, par exemple, ça c'est des... Alors, en tout cas, c'est plutôt des systèmes de décision qui vont être automatiques, par exemple associés à certains robots de traite, où en fonction du coût des matières premières, de l'âge de l'animal, de la réalisation ou pas du contrat laitier, en fait, il va y avoir un ajustement automatique des aspects alimentaires. Et donc, en fait, de ce côté-là, on se retrouve potentiellement avec une perte d'autonomie dans la décision. Et puis là, l'exemple que je vous ai mis ici, de caméras qui peuvent effectivement distraire à distance l'animal, on se dit finalement, toutes ces données qui sont produites, donc là, je vous ai mis ici une sortie d'écran que vous pouvez avoir sur votre smartphone sur l'activité de votre chien dans la journée. Là, c'est à peu près pareil pour un bovin, avec des courbes qui vont vous mettre la durée de rumination, donc quelque part son activité alimentaire, et puis son activité physique. Ça peut vous émettre des alertes en vous disant elle est probablement en train de véler, elle est malade, il faut aller la voir, voilà comment elle s'est dépensée, la qualité du sommeil. Donc finalement, ça permet une meilleure compréhension du besoin des animaux, ça peut répondre à des vrais enjeux éthiques, de meilleure compréhension même de l'animal, d'identifier plus aisément un animal malade ou divergent. Mais le risque de ça aussi, c'est de se dire, et si l'animal sort de la norme, en fait, quelle utilisation, ou en tout cas, quelle préconisation suite à cette alerte? Est-ce que c'est finalement de ne sélectionner que des individus très homogènes et d'écarter le divergent très rapidement? Donc en tout cas, sur ce côté, effectivement, humain, un vrai risque potentiel. Et puis, comme je vous le disais, la dernière chose sur cette perte d'autonomie, c'est que l'homme soit complètement remplacé par ces outils connectés, avec une distance dans la relation affective, ou à l'inverse, un risque d'anthropomorphisme très important, qui n'est pas forcément toujours bénéfique à l'animal. Donc du coup, je dirais que l'intérêt de ces outils-là, ou en tout cas, quand on a ces données, toujours se poser la question de l'intérêt de l'animal. Alors après, sur la robustesse et la sécurité, là je passerai rapidement, mais là c'est assez facile à transposer. On pourrait se dire qu'il faudrait disposer, en tout cas pour tous les outils qui produisent des données, d'informations sur leur qualité, sur la qualité du système des alertes, la fiabilité. On est encore une fois dans un cadre sans réglementation, en tout cas pour les IoT. En plus des outils qui parfois sont non neutres pour l'animal, ils peuvent être mis
dans l'animal, ça peut être lié à des injections, des actes qui peuvent être un peu douloureux. On se pose ici la question de leur accumulation sur un animal. Voilà, certains outils qui finalement ont un intérêt en santé ou en bien-être qui est assez discutable. Donc on pourrait se poser la question éthique de limites à fixer dans l'appareillage en termes de type, de nombre, de nature, même de devoir précéder entre guillemets l'autorisation de certains systèmes qui pourraient être assez importants pour l'animal à un avis d'un spécialiste en santé ou en comportement des animaux. Si on passe du côté maintenant du respect de la vie privée et de la gouvernance des données, alors là, ici, je vous ai mis un dessin qui est utilisé notamment par ApplyFarm, la plateforme de données, qui initialement se voulait plutôt sur le système blockchain, traçabilité. C'est sûr que finalement, pour la personne qui va être au supermarché et qui voudrait avoir la traçabilité totale de sa cuisse de poulet, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, sur des systèmes nouvelle agriculture avec Terrena, quelque part, on se dit il y a bien besoin d'une bonne sécurisation de ces données, de façon à ce que la donnée soit bien utilisée dans un souci de transparence et de traçabilité, et sans forcément que l'information puisse être après, j'allais dire, utilisée a posteriori. Vous voyez sans doute sur Internet fleurir toutes les campagnes vidéo d'associations activistes, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, même les vétérinaires aujourd'hui, même en animaux de compagnie, sont assez, on va dire, sollicités, même parfois de façon un peu agressive, par des organisations de défense des animaux. Donc quand on a les systèmes de caméras en élevage, quand on a les systèmes de localisation de trackers GPS, c'est bien de savoir où sont les derniers rhinocéros, mais si vous êtes un braconnier, c'est sûr que ce n'est pas forcément une bonne solution pour le rhinocéros. Mais en tout cas, on va dire que la notion du respect de la vie privée là, est un peu compliquée, parce que si c'est des données qui visent à réconcilier éleveurs et société, il faut accepter qu'il y ait une certaine transparence et ouverture, mais qu'en même temps, elles soient bien utilisées dans l'objectif initial de l'intérêt collectif. Concernant la transparence, ça c'est à peu près la même chose. À mon avis, les deux sont relativement reliés quand on se met dans le monde de la santé animale. Ici, ce que je vous ai mis, c'est la première initiative donc, de traçabilité par la blockchain en alimentaire, en tout cas sur des produits d'origine carnée, avec des poulets, Auvergne notamment, sur le système Carrefour. Tout ça, ça nécessite que les données soient traçables, qu'elles soient fiables, qu'elles soient loyales, donc c'est ce qu'on voyait auparavant, qu'on dispose de plateformes. Là, je vous ai mis juste une sortie d'écran d'un système qui s'appelle eConnect, donc c'est un logiciel au départ de pilotage de troupeaux en vaches laitières notamment, mais qui permet à l'éleveur de décider à qui est-ce que l'éleveur donne accès à ces données, à ces différentes données. C'est une plateforme aussi qui permet, j'allais dire, d'agréger et d'absorber tout un tas de données différentes, de production, de reproduction, et donc de pouvoir, j'allais dire, non seulement aider au pilotage, mais surtout de permettre à celui qui le souhaite, en tout cas où l'éleveur accepte, d'accéder à ces données. C'est à mon avis une condition indispensable de cette transparence. Concernant la diversité, la non-discrimination et l'équité, là, j'ai eu plus de mal à me dire comment est-ce qu'on peut transposer. Je me suis dit, en tout cas, c'est certain qu'il y a des outils qui vont... Typiquement, les outils de détection de chaleur, c'est pour faciliter le travail de l'éleveur. Donc on pourrait dire l'utilisateur, ou en tout cas le bénéficiaire, c'est l'éleveur. Mais en même temps, les perturbations du comportement qui amèneraient à penser que c'est une chaleur, donc un événement physiologique qu'on va rechercher pour mettre la vache à la reproduction, finalement, interprétées à l'inverse ou mieux décrites, elles peuvent aussi permettre à l'éleveur de détecter des troubles de santé, au vétérinaire de mieux analyser l'historique de l'animal. Donc, quelque part, on pourrait dire qu'il y a à la fois de l'intérêt pour l'homme, pour l'éleveur sensu stricto, mais aussi pour l'animal, à l'interface des deux. Après, le tout est de se dire, finalement, qui doit primer sur l'autre. Et donc ça, cette question, à mon avis, elle reste entière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'algorithmes ou de systèmes d'alerte, on peut se poser la question de qui les construit, de qui les élabore, qu'on serait plutôt gagnant à les co-construire. Et là, ça renvoie encore, à mon avis, à cette question qui est cruciale de qui est l'utilisateur. D'accord ? Quand on est dans un système, effectivement, d'élevage, c'est des discussions qui parfois sont assez, j'allais dire, vives, mais quand on a des systèmes de financement par les États, par l'Europe, donc quelque part par les impôts des gens, pour quelque chose qui doit viser à la nourrir, on pourrait se dire aussi que ces gens-là pourraient vouloir avoir le droit de décider au moins une partie des données qui leur semblent importantes pour continuer à avoir confiance et être assuré que les choses se font dans la meilleure des façons. Et puis d'assurer aussi, je pense que ça c'est quelque chose qui est très fort en humaine, plutôt, et au-delà même de la santé, c'est bien la diversité des intervenants, qu'elle soit professionnelle, culturelle, de genre. On sait que voilà, l'éthique des algorithmes, c'est pas si simple que ça. Et puis les deux dernières choses, c'est en quoi ces données pourraient bénéficier au bien-être sociétal et environnemental. Pour ce qui nous concerne, nous, chez les animaux, on en parlait tout à l'heure, c'est le bien-être animal, c'est la réduction des antibiotiques en élevage. Voilà.
Je ne sais pas si vous avez suivi cette initiative, mais les premiers labels qui arrivent aujourd'hui de bien-être, avec 4 niveaux, hein, pour les cuisses de poulet dans les systèmes casino, avec LFDA, bah, tous ces systèmes-là, ils peuvent bien évidemment conforter, encore une fois, à réconcilier élevage et société, à assurer une meilleure transparence. Donc pour tout ça, il faut bien sûr des passerelles, de la traçabilité. Donc ces enjeux-là, ils sont vraiment fondamentaux, tout en se posant la question parfois. Ici, je pense que voilà, François vous proposait une lecture un peu pour vos randonnées de cet été. Je vous conseille celui-là, un parc Temple Grandin, qui est très intéressant, où finalement il y a une partie notamment consacrée au fait de pousser les animaux jusqu'à dans leur dernier retranchement, un peu comme on ferait avec des sportifs de haut niveau. Là aussi, ça pose des questions toujours pareil, de qui est l'utilisateur, quelle est la finalité. Et puis en termes de responsabilisation, et je finirai par ça, on parle quoi? De formation, de surveillance, de révision de ces algorithmes, notamment de l'utilisation de ces données. Donc déjà, ça commence par la formation, hein, pour ne pas se retrouver voilà, comme une poule devant un couteau. Besoin de former tous les utilisateurs. Je finirai par ça, je vous montrerai un exemple en bovin qui, à mon avis, est assez caractéristique, d'accompagner les éleveurs, les propriétaires à leur utilisation, mais aussi les vétérinaires. Ça veut dire que nous, en tant qu'enseignants, on a des collègues là de quasiment toutes les écoles, on a un rôle aussi pour la réforme des systèmes d'enseignement. Aujourd'hui, c'est éthiquement plus acceptable c'est aussi un peu la nature de ma question de tout à l'heure, de se dire bah, finalement c'est pour les vétérinaires, mais si on ne les y forme pas avant, ou en tout cas si on ne les initie pas avant, c'est pas toujours les mettre dans les meilleures conditions. Et puis voilà, de l'accompagnement dans les sociétés sur la transformation digitale, je sais que c'est un terme, en tout cas un sujet qui est cher à Jean-Luc. Et donc du coup, bah, dans un monde parfait, ça serait comme ça. Je vous reprends l'exemple des colliers aujourd'hui ou des pédomètres qui permettent de détecter de l'activité, des perturbations, qui vont faire dire ensuite quand ça sera capté, confronter les données observées à prédites. L'éleveur va recevoir une information, une alerte. Éventuellement, suite à ça, idéalement, il devrait y avoir un feedback humain pour faciliter l'apprentissage de la machine, c'est-à-dire que l'éleveur reçoit une alerte en disant « ma vache est en chaleur ». Il appelle l'inséminateur, la vache est inséminée, in fine, elle est bien gestante. En fait, ce qu'il devrait, c'est aller sur son application et dire effectivement l'alerte était bonne et la vache était bien en chaleur. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y a 1% des éleveurs qui le font. Du coup, en retour, un feedback de la machine pour l'apprentissage humain, mais si la première condition n'est pas remplie, la deuxième, de fait, aura du mal à l'être. Idéalement, lorsque l'éleveur a à prendre cette décision, bah, idéalement, il pourrait, dans un monde parfait, être en interaction avec les différents intervenants, partager les données, les échanger. Voilà. Et puis, quand on est sur l'action d'inséminer, on pourrait se dire aussi valorisation collective, hein, intérêt de l'utilisateur, mais aussi collectif, pour produire ce qu'on appelle des phénotypes, donc vraiment des caractéristiques très précises de l'animal qui peuvent ouvrir la voie à une sélection génétique beaucoup plus puissante, y compris sur des critères de santé qui jusqu'à maintenant n'étaient pas forcément les plus regardés, sur de la surveillance syndromique. Hein. Vous connaissez tous l'algorithme de Google qui détecte les épidémies de grippe. Bah, on pourrait faire exactement la même chose si ces données étaient bien sûr transférées. Et puis, si elles sont transférées, qu'elles sont traçables et transparentes, elles peuvent bien sûr répondre aux attentes dont je vous parlais juste avant. Mais si on se met en pratique, bon là déjà il y a de la fracture numérique, j'allais dire, c'est un enjeu éthique, commercial, tout ce qu'on veut, mais ça se heurte quand même un vrai problème, notamment quand les éleveurs ils veulent plus de présence d'animaux en pâture. Ben, en pâture, c'est pas si simple que ça de capter les données, c'est plus simple qu'un tasson en bâtiment. Voilà. Il y a une très faible valorisation des données de santé. Je pense que c'est exactement la même chose en médecine humaine, hein, par rapport à la masse de données. On a des problèmes, du coup, potentiellement, comme je vous disais ici, de perte d'autonomie et de compétences si on délègue tout à la machine, et puis une absence de formation ou de collaboration qui fait que ce feedback, il existe malheureusement assez rarement. Pas de cadre clair sur la data, mais finalement, en attendant, on pourrait déjà travailler sur l'interopérabilité. Je pense que là-dessus, il y a énormément d'initiatives dont beaucoup de gens dans la salle pourraient parler. Et puis ici, un accès aux données limitées. Moi, là-dessus, je me mets à la place des éleveurs qui pourraient avoir l'impression d'acheter le matériel une première fois, que finalement leurs données soient valorisées pour produire des index encore meilleurs, leur produire ou leur proposer des solutions de reproduction encore améliorées, mais que finalement ils auraient l'impression de repayer une deuxième fois, et donc d'un cercle un peu vicieux. Voilà. Donc en conclusion, toujours se poser la question, à mon avis, dans ces questions d'éthique, savoir si ces outils sont au service de l'homme et ou de l'animal, ou est-ce qu'on est dans du simple divertissement. Ça peut probablement permettre une meilleure connaissance des animaux. Voilà, le risque étant de voir les animaux uniquement par les données et plus en tant qu'animal en soi. Savoir si l'utilisation de la donnée elle est primitivement commerciale ou si elle a bien une vocation en tout cas à être valorisée de façon collective et sociétale. Si elle permet soit de ressortir l'individu dans la masse, hein, je pense notamment en animaux d'élevage, mais ça pourrait être pareil dans les élevages de chiens. À partir du moment où on a des grands nombres d'animaux, bah finalement redonner de la valeur et de l'existence même à l'individu, c'est un enjeu éthique à mon avis majeur, si tant est qu'on ne l'utilise pas pour éliminer rapidement les divergents.
Et puis ça nécessite forcément une plus grande responsabilisation des propriétaires par rapport, comme je vous le disais, au risque de distanciation ou de tamagotchisation. Je sais que c'est un terme qui est cher à Grégory. Et puis de savoir si finalement cette open data, François le disait, on veut réglementer, il y a une vision très européenne, il y a les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, et ben finalement, oui, voilà, est-ce que c'est du data participatif au bénéfice de tous, ou est-ce qu'on est plutôt dans un levier d'inégalité ou j'allais dire, de concurrence un peu perdue d'avance? Ça reste bien sûr à débattre. Voilà. Je vous remercie de votre attention, puis je serai heureux de répondre à vos questions.